Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler donc de cette maison des filles qui n'est plus un projet mais une réalité, ce qui est vraiment super. Bon, quel est le profil de ces jeunes filles? Pourquoi faire dans ces maisons? Quels sont les résultats attendus? Est-ce que vous avez un chiffre sur les filles migrantes aussi, la proportion par rapport dans tous ces enfants qui arrivent? Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons? Est-ce que... Alors, concernant la migration sur les femmes et sur les populations d'exilés, on a souvent dit à tort que 90% des exilés, c'était des hommes. Oui, c'est vrai, c'est 90% des exilés qu'on voit. Les femmes sont des invisibles. Donc, en fait, avec le recul et les années, tout le monde s'apprête à dire, et notamment les organisations spécialisées sur les femmes, disent qu'en fait, un exilé sur deux est une femme, sauf qu'elle se cache. Et c'est une réalité, c'est ce qu'on voit nous sur le terrain aussi, hein. Elles se fondent dans la masse, elles sont beaucoup plus dures à toucher, beaucoup plus dures à approcher. Et puis bien sûr, il y a la réalité de tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que pour une partie de ces jeunes femmes qui arrivent, c'est aussi la traite. Il y a des réseaux qui sont en place et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont sous l'emprise de personnes qui sont redevables d'une dette. Et que toutes ces populations, nous, on ne les a pas forcément encore touchées. Par contre, on sait qu'elles sont là et que c'est très compliqué pour beaucoup d'entre elles. Euh, pour les gamines que nous avons, nous, rencontrées, c'est que depuis 1 an et demi à Utopia 56, autant avant, les évaluations au niveau du département de Paris, principalement, et fait par la Croix-Rouge, ne refusaient pratiquement aucune fille. Aujourd'hui, et depuis un peu plus d'1 an, on a eu de plus en plus de filles à gérer. Nous, on n'avait pratiquement aucun dispositif d'urgence ou aucun dispositif d'hébergement citoyen en place, surtout pas de maison ouverte. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en ne pouvant leur proposer que des solutions transitoires, d'appartement en appartement, un soir vous allez là, un soir vous allez là, c'est-à-dire aucune stabilité, on perdait 8 gamines sur 10 qu'on récupérait devant les dispositifs, et on savait très bien où elles disparaissaient, c'est-à-dire que quelque part, ces gamines, elles essayaient de se faire prendre en charge différemment, et si derrière ça ne marchait pas, on sait très bien que derrière les réseaux sont là et récupèrent ces gamines. Donc voilà, depuis 1 an et demi, on a réussi à capter une dizaine de gamines avec lesquelles on travaille et qu'on a mis en hébergement citoyen d'urgence, mais sur du long terme. Elles ont eu à jumper pendant plusieurs fois sur plusieurs lieux. Et aujourd'hui, ces gamines qu'on suit depuis plus d'1 an, on voulait simplement continuer à les accompagner et puis derrière, surtout donner la possibilité et une stabilisation à toutes les nouvelles qui vont rentrer et pouvoir poser les choses et un schéma de travail. Tout simplement parce que la stabilité et le logement, c'est par là que tout commence. Et tant qu'on était, nous, en instabilité, d'où l'intérêt de l'ouverture de cette maison, de façon à pouvoir aussi documenter la réalité du nombre de jeunes filles qui arrivent. C'est des jeunes demoiselles, hein, pour la plupart d'entre eux. C'est des jeunes filles qui, pour venir et pour passer les frontières, ont souvent menti sur leur âge. Ouais. Tout simplement parce que pour passer des frontières quand on est une femme, il y a souvent des mensonges. Et derrière, quand on les retrouve sur les fichiers internationaux, on se rend compte qu'en fait, elles ont menti. Et derrière, par contre, quand elles arrivent en France, elles ont des papiers. Et derrière, c'est la croix et la bannière pour les faire prendre en charge. Donc voilà ce qu'on fait sur les filles. D'accord. Et la maison de Bobigny, vous en êtes où là? Cette maison de Bobigny. Alors, la maison de Bobigny, on a donc aujourd'hui, alors je crois qu'il y a eu une prise en charge aujourd'hui, donc je ne sais plus où ils en sont, et je crois qu'il y en avait une autre en début de semaine. Normalement, on est à 9 gamines qui sont à l'intérieur, notre jeune fille, avec 3 salariés à l'intérieur de la maison, toute une équipe bénévole qui les suivait depuis 1 an, donc qui a suivi et migré avec l'ouverture de cette maison. Ça veut dire que toute la structure de bénévoles était déjà autour des gamines. Donc, on n'a pas eu, comme dans les autres projets, à trouver déjà à remonter une équipe bénévole. Elle existait déjà. Et donc, j'ai l'impression que tout va bien. On est en lien avec eux, avec l'équipe tous les jours. Le travail avec MSF se fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que en quelques semaines, là, on a eu des réponses positives pour 2 gamines qui ont été prises en charge par l'ASE. On a eu aussi des OPP, ce qu'on appelle des obligations de placement par les juges, donc qui ne sont pas encore reconnus mineurs, mais la présomption de minorité a primé et le juge les met à l'abri.
C'est aussi grâce à ces maisons et cette pression qu'on peut mettre avec MSF sur les avocats, sur les juges, à médiatiser aussi ces sujets, que ces résultats aussi, ils payent. Tout simplement parce que derrière, je crois que cette collaboration avec MSF nous aide beaucoup à avoir de la crédibilité, en fait, et de faire prendre en charge, du coup, derrière, pas mal de gamines, en fait, et pas mal de gamins. D'accord. Alors, on avait prévu de vous poser une question qui répondra, je vois sur le chat, à des questions qui viennent. Vous pouvez nous présenter ce que vous appelez l'hébergement citoyen, l'hébergement solidaire? Et quelle est Alors, l'articulation avec la maison aussi? d'accord. Alors, l'hébergement citoyen, c'est le démarrage d'Utopia dans le cadre de l'hébergement des jeunes. On l'a lancé il y a 3 ans et demi. C'est ni plus ni moins des citoyens qui vont s'unir dans l'accueil d'un jeune et qui vont s'unir dans le cadre d'un réseau d'hébergement citoyen. Donc, on crée des réseaux dans différentes régions de France. Ça peut très bien être sur une des antennes d'Utopia, mais ça peut très bien être partout en France. On essaye de regrouper 3 hébergeurs qui vont se partager pendant toute la durée du recours la prise en charge de ce jeune. Et avec nous, essayer en région de le scolariser, de rester avec nous, d'apprendre nos codes, d'être dans une famille. Et ce travail, nous le faisons depuis 3 ans et demi. On a eu pratiquement 500 gamins qui sont passés dans ces réseaux, avec toujours pareil, à peu près 40 à 50% de réussite sur la prise en charge de ces mômes, et toute une solidarité qui s'est créée aussi autour de ces réseaux d'hébergement citoyen. C'est aussi pour nous une façon de sensibiliser dans nos régions, de montrer qu'en fait, quand on voit ces jeunes et qui sont autour de nous, tout se passe bien en fait. Par contre, ce qui se passe pas bien, c'est quand on les laisse dans la rue. Quand on est dans la rue, on trouve des moyens de subsistance, comme tout le monde en fait, qui sont pas forcément très jolis. Donc, mettons ces gamins à l'abri. C'est ce qu'on fait avec Utopia. Ça marche très bien. Le Covid nous a bien plombé, je vous avouerai. C'était ma question suivante, savoir comment la pandémie a impacté. La pandémie a mis à plat nos réseaux, clairement. Hein. Et nous-mêmes, on avait décidé d'arrêter. Donc, la transition des maisons nous a permis de continuer le travail, de stabiliser plus ces jeunes en attendant dans les maisons et de faire un roulement simplement sur les prises en charge de l'ASE. Donc, les places aujourd'hui en hébergement citoyen, on a plein de réseaux qui sont en veille, qui attendent. Mais nous, on attend aussi que ça se calme pour pas faire n'importe quoi, parce que mettre des jeunes dans des réseaux, ça implique aussi que des fois, on a des réseaux d'un certain âge. On a été obligé, nous, de prendre des responsabilités sur qu'est-ce qu'on fait, où est le risque. Et pendant plusieurs mois, on a décidé de mettre en break ce travail-là qui, on l'espère, va reprendre encore de plus belle après la pandémie, parce que nous pensons aussi que c'est une façon de sensibiliser l'opinion publique, de mettre ces jeunes dans ces régions, en fait. De mettre de la couleur dans nos régions. Il y a une question là qui se pose. Que deviennent les mineurs le jour de leurs 18 ans? Grand et vaste sujet, en fait. Grand et vaste sujet. Et alors, dans le système traditionnel français, l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, et toutes les associations se battent contre ça, c'est qu'aujourd'hui, à 18 ans, l'aide sociale à l'enfance remet tout le monde dehors. Donc, ça veut dire que tous les investissements qui ont été faits, que ce soit pour les enfants français ou pour les enfants exilés d'ailleurs, hein, et c'est une gabegie financière, en fait. On sait très bien aussi, pour vous rappeler quelques chiffres qui sont assez alarmants, c'est qu'un tiers des personnes qui sont à la rue et qui deviennent nos SDF de demain sont des enfants qui sortent de l'ASE. Donc ça fait peur, en fait, hein, de se rendre compte qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent très bien sur un côté, et on ne va pas cracher sur l'ASE. Hein. L'objectif, ce n'est pas ça du tout, hein, c'est de dire aujourd'hui, il y a des vrais dysfonctionnements. Nous les voyons, nous les vivons. Comment faisons-nous pour essayer d'aller plus loin et aller encore mieux pour prendre en charge ces enfants? Et sur la majorité, tous ces enfants, nous, on les prépare. On les prépare éventuellement aussi à un retour à la rue. Hein. Parce que la réalité, en fait, nous, c'est qu'on ne peut pas pallier tout au niveau de l'État. Par contre, au vu de la réalité de ce que nous vivons depuis des mois et des années, on s'est dit une chose, c'est qu'on est en train d'ouvrir des maisons de transition pour les jeunes adultes, pour les jeunes mineurs qui passent à l'âge adulte, de façon à ce qu'on continue au moins jusqu'au bout de tous les recours administratifs, de leur donner au moins la possibilité d'avoir une chance. Ces jeunes vont pouvoir par la suite soit tenter un titre de séjour, tenter une demande d'asile pour certains d'entre eux. L'idée, c'est d'essayer de continuer à les accompagner dans ce parcours, et surtout sur ceux qui ont réussi à avoir une scolarité, parce qu'eux, ils ont des chances
d'aboutir sur des papiers pour pouvoir travailler. Donc, en clair, rien n'est facile sur la fin de la prise en charge CMNA. Par contre, voilà, on a lancé à Dijon l'hébergement citoyen des mineurs qui sont passés à l'âge adulte et qui sont mis en dehors de l'ASE. Et ben, on récupère une partie de ces enfants qui sont encore scolarisés et on les accompagne au moins jusqu'à la fin de leur scolarisation. Et derrière, à Tours, on va lancer dans les semaines qui viennent une maison qui va justement continuer ce travail d'accompagnement des mineurs vers l'âge de la majorité. Et toujours pareil, sur ces gamins qui auraient une chance d'avoir des papiers et qui, parce qu'ils ont passé l'âge, se retrouvent à recommencer tout à zéro. Donc on y travaille, rien n'est parfait, et il y a un énorme boulot là-dessus à faire. Apparemment, il existe des suivis de jeunes majeurs. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, oui, il existe des suivis de jeunes majeurs. Maintenant, ça dépend s'il y a un projet, quoi. S'il y a un projet éducatif, on travaille en collaboration avec plein de, justement, pour créer ces passerelles de continuité. Nous trouvons des partenariats sur la scolarisation avec d'autres assos qui vont prendre le relais dans l'hébergement et dans la continuité scolaire. Maintenant, pour tous ceux qu'on n'a pas réussi à scolariser, là se pose un vrai problème. Et là, on cherche et on essaie de construire des alternatives. Donc, je ne vous cache pas qu'on travaille aussi avec des squats où ces jeunes qui vont se retrouver à la rue demain vont pouvoir aller au moins dans un squat. On essaye de trouver ces partenariats, c'est très compliqué. Et derrière, on étudie avec différentes associations comme Caritas Fondation à peut-être trouver des appartements qu'on pourrait autofinancer pour continuer le parcours avec ces jeunes parce qu'en fait, qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque un logement parce qu'un logement, quand on est à l'école, si on ne l'a pas, qu'on est dans la rue et qu'on doit suivre les études, ça ne marche pas. Donc, on y travaille. C'est vraiment très compliqué et c'est surtout massif. Donc, on ne peut pas répondre à tout. D'accord. Je pense qu'on a déjà répondu à certaines questions. Si on en oublie, donc on pourra de toute façon, à la fin, les gens pourront poser leurs questions.